Bonsoir et bienvenue à tous sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer de lire le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac est une nouvelle donc publiée dans le journal L'Artiste en 1831, paru une nouvelle fois dans les études philosophiques en 1837 et il est enfin intégré à la Comédie humaine en 1846. Le chef-d'œuvre inconnu constitue une véritable réflexion sur l'art. Je vais donc poursuivre cette lecture. N'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux. #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, tout ce que vous voulez. Lâchez-vous. Nous adorons vous lire. Et n'hésitez pas ainsi aussi, effectivement, sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Porbus et Poussin se tenaient immobiles, chacun d'un côté de la toile, plongés dans la plus véhémente contemplation. « Vois-tu, jeune homme, disait le vieillard sans se détourner. Vois-tu, comme au moyen de 3 ou 4 touches et d'un petit glacis bleuâtre, on pouvait faire circuler l'air autour de la tête de cette pauvre sainte qui devait étouffer et se sentir prise dans cette atmosphère épaisse. Regarde comme cette draperie voltige à présent et comment on comprend que la brise la soulève. Auparavant, elle avait l'air d'une toile empesée et soutenue par des épingles. Remarques-tu comme le luisant satiné que je viens de poser sur la poitrine rend bien la grasse souplesse d'une peau de jeune fille et comme le ton mélangé de brun rouge et d'ocre calciné réchauffe la grise froideur de cette grande ombre où le sang se figeait au lieu de courir. Jeune homme, ce que je te montre là, aucun maître ne pourrait te l'enseigner. Ma buse seule possédait le secret de donner de la vie aux figures. Ma buse n'a eu qu'un élève, qui est moi. Je n'en ai pas eu, et je suis vieux. Tu as assez d'intelligence pour deviner le reste, parce que je te laisse entrevoir. » Tout en parlant, l'étrange vieillard touchait à toutes les parties du tableau. Ici, 2 coups de pinceau, là un seul, mais toujours si à propos qu'on aurait dit une nouvelle peinture, mais une peinture trempée de lumière. Il travaillait avec une ardeur si passionnée que la sueur se perlait sur son front dépouillé. Il allait si rapidement, par de petits mouvements si impatients, si saccadés, que pour le jeune Poussin, il semblait qu'il y eût dans le corps de ce bizarre personnage un démon qui agissait par ses mains en les prenant fantastiquement contre le gré de l'homme. L'éclat naturel de ses yeux, ses convulsions qui semblaient l'effet d'une résistance donnait à cette idée un semblant de vérité qui devait agir sur une jeune imagination. Il allait disant « paf, paf, paf ». Voilà comment cela se beurre, jeune homme. Venez, mes petites touches, faites-moi roussir ce ton glacial. Allons donc, pom, 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 disait-il, en réchauffant les parties où il avait signalé un défaut de vie, en faisant disparaître par quelques plaques de couleur les différences de tempérament et rétablissant l'unité de ton que voulait une ardente égyptienne. Vois-tu, petit, il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte. Porbus en a donné 100, moi je n'en donne qu'un. Personne ne nous sait gré de ce qui est dessous. Sache bien cela. Enfin, ce démon s'arrêta et se tournant vers Porbus et Poussin, muet d'admiration, il leur dit « Cela ne vaut pas encore ma belle noiseuse. Cependant, on pourrait mettre son nom au bas d'une pareille œuvre. Oui, je la signerai, ajouta-t-il en se levant pour prendre un miroir dans lequel il la regarda. Maintenant, allons déjeuner, dit-il. Venez tous deux à mon logis. J'ai du jambon fumé, du bon vin, et malgré le malheur des temps, nous causerons peinture. Nous sommes de force. Voici un petit bonhomme, ajouta-t-il, en frappant sur l'épaule de Nicolas Poussin, qui a de la facilité. Apercevant alors le piètre Kazakh du Normand, il tira de sa ceinture une bourse de peau, y fouilla, prit 2 pièces d'or et les lui montrant « J'achète ton dessin », dit-il. « Prends », dit Porbus à Poussin, en le voyant tressaillir et rougir de honte, car il avait la fierté du pauvre. « Prends donc ». Il a dans son escarcelle la rançon de 2 rois.
Tous trois descendirent de l'atelier et cheminèrent en devisant sur les arts, jusqu'à une belle maison de bois située près du pont Saint-Michel, et dont les ornements, le heurtoir, les encadrements de croisées, les arabesques émerveillèrent Poussin. Le peintre, en espérance, se trouva tout à coup dans une salle basse, devant un bon feu, près d'une table chargée de mets appétissants, et par un bonheur inouï, dans la compagnie de deux grands artistes pleins de bonhomie. « Jeune homme, lui dit Phorbus en le voyant, ébahi devant un tableau, ne regardez pas trop cette toile. Vous tomberiez dans le désespoir. » C'était la dent que fit Mabuse pour sortir de prison où ses créanciers le retinrent si longtemps. Cette figure offrait en effet une telle puissance de réalité que Nicolas Poussin commença dès ce moment à comprendre le véritable sens des confuses paroles dites par le vieillard. Celui-ci regardait le tableau d'un air satisfait, mais sans enthousiasme, et semblait dire « J'ai fait mieux ». « Il y a de la vie, dit-il. Mon pauvre maître s'y est surpassé. Mais il manquait encore un peu de vérité dans le fond de la toile. L'homme est bien vivant, il se lève et va venir vers nous. Mais l'air, le ciel, le vent que nous respirons, voyons et sentons, n'y sont pas. » Puis, il n'y a encore là qu'un homme. Or, le seul homme qui soit immédiatement sorti des mains de Dieu devait avoir quelque chose de divin qui manque. Mabuse le disait lui-même avec dépit quand il n'était pas ivre. Poussin regardait alternativement le vieillard et Phorbus avec une inquiète curiosité. Il s'approcha de celui-ci comme pour lui demander le nom de leur hôte. Mais le peintre se mit un doigt sur les lèvres, d'un air mystère. Et le jeune homme, vivement intéressé, garda le silence, espérant que tôt ou tard, quelques mots lui permettraient de deviner le nom de son hôte, dont la richesse et les talents étaient suffisamment attestés par le respect que Phorbus lui témoignait et par les merveilles entassées de cette salle. Poussin, voyant sur la sombre boiserie de chêne un magnifique portrait de femme, s'écria « Quel beau Giorgione !»« Non !» répondit le vieillard. « Vous voyez un de mes premiers barbouillages. » Tudieu. Je suis donc chez le dieu de la peinture, dit naïvement le Poussin. Le vieillard sourit comme un homme familiarisé depuis longtemps avec cet éloge. Maître Frennhofer, dit Phorbus, ne sauriez-vous faire venir un peu de votre bon vin du Rhin pour moi ? 2 pipes, répondit le vieillard. Une pour m'acquitter du plaisir que j'ai eu ce matin en voyant ta jolie pécheresse, et l'autre comme un présent d'amitié. Ah, si je n'étais pas toujours souffrant, reprit Phorbus, et si vous vouliez me laisser voir votre maîtresse, je pourrais faire quelques peintures hautes, larges et profondes, où les figures seraient de grandeur naturelle. Montrez mon œuvre, s'écria le vieillard tout ému. Non, non, je dois la perfectionner. Encore hier, vers le soir, dit-il, j'ai cru avoir fini. Ses yeux me semblaient humides, sa chair était agitée, les tresses de ses cheveux remuaient, elle respirait, quoique j'ai trouvé le moyen de réaliser sur une toile plate le relief et la rondeur de la nature. Ce matin au jour, j'ai reconnu mon erreur. Vous arrivez à ce résultat glorieux. J'ai étudié à fond les grands maîtres du coloris. J'ai analysé et soulevé couche par couche les tableaux de Titien, ce roi de la lumière. J'ai, comme ce peintre souverain, ébauché ma figure dans un ton clair, avec une pâte souple et nourrie, car l'ombre n'est qu'un accident. Retiens cela, petit. Puis je suis revenu sur mon œuvre, et au moyen de demi-teintes et de glacis, dont je diminuais de plus en plus la transparence, j'ai rendu les ombres les plus vigoureuses et jusqu'aux noirs les plus fouillés, car les ombres des peintres ordinaires sont d'une nature que leur ton éclairé, c'est du bois, de l'airain, c'est tout ce que vous voudrez, excepté de la chair dans l'ombre. On sent que si leur figure changeait de position, les places ombrées ne se nettoieraient pas et ne deviendraient pas lumineuses.
J'ai évité ce défaut où beaucoup d'entre les plus illustres sont tombés. Et chez moi, la blancheur se révèle sous l'opacité de l'ombre la plus soutenue. Comme une foule d'ignorance qui s'imagine dessiner correctement, d'ignorants, qui s'imaginent dessiner correctement parce qu'ils font un trait soigneusement ébarbé. Je n'ai pas marqué sèchement les bords extérieurs de ma figure et fait ressortir jusqu'au moindre détail anatomique, tout va bien, anatomique, car le corps humain ne finit pas par des lignes. En cela, les sculpteurs peuvent plus approcher de la vérité que nous autres. La nature comporte une suite de rondeurs qui s'enveloppent les unes dans les autres. Rigoureusement parlant, le dessin n'existe pas. Ne riez pas, jeune homme. Quelque singulier que vous paraisse ce mot, vous en comprendrez quelques jours les raisons. La ligne est le moyen par lequel l'homme se rend compte de l'effet de la lumière sur les objets. Mais il n'y a pas de ligne dans la nature où tout est plein. C'est en modelant qu'on dessine, c'est-à-dire qu'on détache les choses du milieu où elles sont. La distribution du jour donne seule l'apparence au corps. Aussi n'ai-je pas arrêté les linéaments. J'ai répandu sur les contours un nuage de demi-teintes blondes et chaudes qui font que l'on ne saurait précisément poser le doigt sur la place où les contours se rencontrent avec les fonds. De près, ce travail semble cotonneux et paraît manquer de précision. Mais à deux pas, tout se raffermit, s'arrête et se détache. Le corps tourne, les formes deviennent saillantes. L'on sent l'air circuler tout autour. Cependant, je ne suis pas encore content. J'ai des doutes. Peut-être faudrait-il ne pas dessiner un seul trait et faudrait-il mieux attaquer une figure par le milieu en s'attachant d'abord aux saillies les plus éclairées pour passer ensuite aux portions plus sombres. N'est-ce pas ainsi que procède le soleil, ce divin peintre de l'univers ? Nature, nature, qui jamais t'a surprise dans tes fuites. Tenez, le trop de science, de même que l'ignorance, arrive à une négation. Je doute de mon œuvre. Le vieillard fit une pause, puis il reprit. Voilà 10 ans, jeune homme, que je travaille. Mais que sont de 10 petites années quand il s'agit de lutter avec la nature? Nous ignorons le temps qu'employa le seigneur Pygmalion pour faire la seule statue qui ait marché. Le vieillard tomba dans une rêverie profonde et resta les yeux fixes en jouant machinalement avec son couteau. Le voilà en conversation avec son esprit, dit Porbus à voix basse. À ce mot, Nicolas Poussin se sentit sous la puissance d'une inexplicable curiosité d'artiste. Ce vieillard aux yeux blancs, attentif et stupide, devenu pour lui plus qu'un homme, lui apparut comme un génie fantasque qui vivait dans une sphère inconnue. Il réveillait 1000 idées confuses en l'âme. Le phénomène moral de cette espèce de fascination ne peut pas plus se définir qu'on ne peut traduire l'émotion excitée par un chant qui rappelle la patrie au cœur de l'exilé. Le mépris que ce vieil homme affectait d'exprimer pour les plus belles tentatives de l'art, sa richesse, ses manières, les déférences de Porbus pour lui, cette œuvre tenue si longtemps secrète, œuvre de patience, œuvre de génie sans doute, s'il fallait en croire la tête de vierge que le jeune Poussin avait si franchement admirée et qui, belle encore, même près de la dame de Mabuse, attestait le fer impérial d'un des princes de l'art. Tout en ce vieillard allait au-delà des bornes de la nature humaine. Ce que la riche imagination de Nicolas Poussin put saisir de clair et de perceptible en voyant cet être surnaturel était une complète image de la nature artiste, de cette nature folle à laquelle tant de pouvoirs sont confiés et qui trop souvent en abuse, en menant la froide raison, les bourgeois et même quelques amateurs à travers 1000 routes pierreuses où pour eux il n'y a rien, tandis que le folâtre, en ses fantaisies, cette fille aux ailes blanches y découvre des épopées, des châteaux, des œuvres d'art. Nature moqueuse et bonne, féconde et pauvre, ainsi pour l'enthousiaste Poussin. Ce vieillard était devenu par une transfiguration subite l'art lui-même, l'art avec ses secrets, ses fougues et ses rêveries. Oui, mon cher Porbus, reprit Fraunhofer, il m'a manqué jusqu'à présent de rencontrer une femme irréprochable, un corps dont les contours soient une beauté parfaite et dont la carnation... Mais où est-elle vivante, dit-il en s'interrompant. C'est introuvable,
Vénus des anciens, si souvent cherchée, et dont nous rencontrons à peine quelques beautés éparses. Oh, pour voir un moment, une seule fois, la nature divine complète. L'idéal, enfin, je donnerais toute ma fortune, mais j'irai te chercher dans tes limbes, beauté céleste. Comme Orphée, je descendrai dans l'enfer de l'art pour en ramener la vie. Nous pouvons partir d'ici, dit Phorbus à Poussin. Il ne nous entend plus, ne nous voit plus. Allons à son atelier, répondit le jeune homme émerveillé. Le vieux reître a su en défendre l'entrée. Ses trésors sont trop bien gardés pour que nous puissions y arriver. Je n'ai pas attendu votre avis et votre fantaisie pour tenter l'assaut du mystère. Il y a donc un mystère. Oui, répondit Phorbus. Le vieux Frennhofer est le seul élève que ma Buse ait voulu faire. Devenu son ami, son sauveur, son père, Frennhofer a sacrifié la plus grande partie de ses trésors à satisfaire les passions de ma Buse. En échange, ma Buse lui a légué le secret du relief, le pouvoir de donner aux figures cette vie extraordinaire, cette fleur de nature, notre désespoir éternel, mais dont il possédait si bien le faire, qu'un jour, ayant vendu et bu le damas à fleurs avec lequel il devait s'habiller à l'entrée de Charles Quint, il accompagna son maître avec un vêtement de papier peint en damas. L'éclat particulier de l'étoffe portée par ma Buse surprit l'empereur, qui, voulant en faire compliment au protecteur de vieille ivrogne, découvrit la supercherie. Frennhofer est un homme passionné pour notre art, qui voit plus haut et plus loin que les autres peintres. Il a profondément médité sur les couleurs, sur la vérité absolue de la ligne, mais à force de recherches, il est arrivé à douter de l'objet même de ses recherches. Dans ces moments de désespoir, il prétend que le dessin n'existe pas et qu'on ne peut rendre avec des traits que des figures géométriques. Ce qui est trop absolu, puisqu'avec le trait et le noir, qui n'est pas une couleur, on peut faire une figure, ce qui prouve que notre art est, comme la nature, composé d'une infinité d'éléments. Le dessin donne un squelette. La couleur est la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie. Enfin, il y a quelque chose de plus vrai que tout ceci. C'est que la pratique et l'observation sont tout chez un peintre, tout chez un peintre. Et que si le raisonnement et la poésie se querellent avec les brosses, on arrive au doute comme le bonhomme, qui est aussi fou que peintre. Peintre sublime, il a eu le malheur de naître riche, ce qui lui a permis de divaguer. Ne l'imitez pas, travaillez. Les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. Nous y pénétrerons, s'écria Poussin, n'écoutant plus Phorbus et ne doutant plus de rien. Phorbus sourit à l'enthousiasme du jeune inconnu et le quitta en l'invitant à venir le voir. Phorbus sourit, voilà, je ne vais pas me répéter. Non, je vais me répéter, allons-y. Phorbus sourit à l'enthousiasme du jeune inconnu et le quitta en l'invitant à venir le voir. Nicolas Poussin revint à pas lents vers la rue de la Harpe et dépassa, sans s'en apercevoir, la modeste hôtellerie où il était logé. Montant avec une inquiète promptitude de son misérable escalier, il parvint à une chambre haute, située sous une toiture en colombage, naïve et légère, couverture de maisons du vieux Paris. Près de l'unique et sombre fenêtre de cette chambre, il vit une jeune fille qui, au bruit de la porte, se dressa soudain. Par un mouvement d'amour, elle avait reconnu le peintre à la manière dont il avait attaqué le loquet. « Qu'as-tu » dit-elle. « J'ai, s'écria-t-il en étouffant de plaisir, que je me suis senti peintre. J'avais douté de moi jusqu'à présent, mais ce matin, j'ai cru en moi-même. Je puis être un grand homme. Va, Giette, nous serons riches, heureux. Il y a de l'or dans ces pinceaux. » Mais il se tut soudain. Sa figure grave et vigoureuse perdit son expression de joie quand il compara l'immensité de ses espérances à la médiocrité de ses ressources. Les murs étaient couverts de simples papiers chargés d'esquisses au crayon. Il ne possédait pas 4 toiles propres. Les couleurs avaient alors un haut prix.
Et le pauvre gentilhomme voyait sa palette à peu près nue. Au sein de cette misère, il possédait et ressentait d'incroyables richesses de cœur et la surabondance d'un génie dévorant. Amené à Paris par un gentilhomme de ses amis, ou peut-être par son propre talent, elle y avait rencontré soudain une maîtresse, une de ces âmes nobles et généreuses qui viennent souffrir près d'un grand homme, en épouse les misères et s'efforce de comprendre leurs caprices, forte pour la misère et l'amour. Comme d'autres sont intrépides à porter le luxe, à faire parader leur insensibilité. Le sourire errant sur les lèvres de Gilette dorait ce grenier et rivalisait avec l'éclat du ciel. Le soleil ne brillait pas toujours, tandis qu'elle était toujours là, recueillie dans sa passion, attachée à son bonheur, à sa souffrance, consolant le génie qui débordait dans l'amour avant de s'emparer de l'art. Voici comment se termine donc notre deuxième lecture de ce livre. Je vais vous lire une petite citation donc d'Honoré de Balzac. Notre art est comme la nature, composé d'une infinité d'éléments. Le dessin donne un squelette, la couleur est la vie. Mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie. À méditer. À très bientôt et bonne soirée.